Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Nieta TV. Voici les titres. Le Mali et la CEDEAO sont en consultation afin d'élaborer un chronogramme consensuel. La journée mondiale de la radio est célébrée ce dimanche 13 février 2022 dans notre pays. En Ukraine, l'activité diplomatique ne parvient pas à faire tomber la tension. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour objectif de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale. Suivons les commentaires. En effet, pour une sortie de crise rapide entre le Mali et la communauté internationale, le gouvernement a mis en place deux groupes de concertation. Un groupe de dialogue au niveau ministériel avec des pays de la sous-région, de l'Union africaine et des Nations unies et un groupe de travail élargi, constitué par des membres du gouvernement. Le mécanisme est structuré dans un premier temps par un groupe de dialogue au niveau ministériel. Il a pour mission de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et devrait à un rapprochement de positions et à la recherche de compromis sur la question en suspens. Le groupe est composé du Ghana qui assure la présidence en exercice de la CEDEAO, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine, la Sierra Leone, le Togo, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. La coordination du dit groupe de dialogue est assurée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le second, dénommé groupe de travail élargi, a pour mission de faire l'évaluation technique du projet de chronogramme de la transition présenté par la CEDEAO. Il est composé des représentants du gouvernement et des membres du comité local du suivi de la transition. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, le Ghana et le Nigeria, assistés de personnes, ressources et d'experts compétents. La coordination du dit groupe est assurée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en collaboration avec le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Déjà des avancées notoires après la mise en place des dix groupes. Le premier groupe de niveau ministériel a tenu le 31 janvier 2022 sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sa première rencontre de haut niveau. Après cette réunion, le ministre Diop a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO pour le maintien du dialogue en vue d'une levée éventuelle de l'embargo sur le Mali. Il a eu à rencontrer à cet effet son homologue ivoirien pour une lettre au président Alassane Ouattara. Pour ce qui est du second groupe, la réunion inaugurale a eu lieu le mardi 8 février 2022 sous la présidence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga, à travers cette initiative, renouvelle son engagement pour le retour à un ordre constitutionnel normal et sa disponibilité constante au dialogue et au consensus pour la réussite de la transition. En tout cas, on peut espérer que ces initiatives mettront fin au bras de fer entre le Mali et la communauté internationale qui menace la cohésion dans la sous-région. La journée mondiale de la radio est célébrée ce dimanche 13 février 2022. Le thème choisi est la radio, la confiance. Plusieurs acteurs de la radio ont pris part à la commémoration de la 11e édition de la radio du Mali. L'occasion était bonne pour faire un état général de la radio vu la situation actuelle du Mali. C'était dans la maison de la presse en présence des représentants de la haute autorité de la communication. Reportage Abdou Ouattara et Salif Niaré. Il y a 11 ans, le Mali célèbre la journée mondiale de la radio. Le thème de cette année est la radio et la confiance. La radio est un outil de développement local qui accompagne les communautés depuis l'avènement de la démocratie en 1991. Cette année, le thème proposé au niveau mondial est la radio et la confiance.
un thème qui est d'actualité surtout au Mali. Au Mali, l'histoire de la radio plurielle est née avec l'ouverture démocratique des années 1991. La radio est devenue un outil de développement local, un outil d'aide à la prise de décision, un outil qui accompagne les communautés. Dans un pays aussi pluriel, divers comme le Mali, un pays vaste, chaque communauté, chaque localité, chaque commune trouve du privilège à avoir sa radio. Une radio qui est animée par les fils de la communauté et dans les langues nationales. Les rôles de la radio sont entre autres l'éducation, la sensibilisation et la formation. Dans un pays en état de crise, les activités radiophoniques doivent être revalorisées pour contribuer à la paix et au développement. Dans nos quartiers, dans nos villes et campagnes, la radio joue un rôle important dans l'éducation, la sensibilisation, la moralisation, la conscientisation, la formation des populations. Un outil aussi important qui s'adresse directement aux communautés dans leur langue et à travers leurs enfants a besoin d'un élément essentiel qu'est la confiance. Confiance dans les programmes de la radio, confiance dans les informations qui doivent être vérifiées, indépendantes, impartiales, pour le bien-être des communautés. Et la confiance, naturellement, doit sortir de la bouche d'hommes et de femmes qui se sont engagés à éclairer la société. Ce travail de la radio dans un pays en crise comme le nôtre doit être valorisé, doit être magnifié, doit être protégé. Et là, nous devons nous adresser à l'ensemble des acteurs de la radio, de faire des efforts pour améliorer la qualité de leurs prestations afin que la radio puisse continuer à jouer le rôle qu'elle doit jouer dans nos sociétés pour que les gens puissent vivre ensemble dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité et contribuer effectivement au renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Des appels ont été lancés à l'endroit des autorités de l'État de tout mettre en œuvre pour que les droits et devoirs des différentes radios soient préservés. Au pouvoir public, nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour permettre à Dama Radio de jouer un rôle important dans notre société, de tout mettre en œuvre pour que cette radio sorte de la précarité, parce que c'est un outil essentiel pour le développement du pays. De la sortie de la radio de la précarité, il faut préserver les droits et libertés des travailleurs des radios. Ici, nous devons naturellement penser à tous ces hommes des radios qui sont loin de leur famille pour des raisons indépendantes de leur volonté. La radio est l'outil de communication le plus proche de la population. Elle joue un rôle important pour le développement d'une nation. La chambre d'accusation de la cour d'appel a rejeté la demande de l'annulation du mandat d'arrêt lancé contre Karim Keïta et la mise en liberté du général Moussa Diawara, mais dessaisi le juge Maïga du dossier. Les commentaires.
On apprend que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, composée de Mobo Touré, Sambassar et Gaussou Sanou, aurait dessaisi le doyen des juges d'instruction de la commune 4 du dossier contre Karim Keita, Moussa Diawara et autres. C'était à la demande des avocats de Karim Keita, notamment Maître Kassim Tapo, Maître Mamadou Gaussou Diara et autres. Ils ont soumis 4 demandes à la chambre d'accusation. La première demande était d'obtenir l'annulation du mandat d'arrêt international lancé contre Karim Keita. La Cour a rejeté cette demande. La seconde était la mise à liberté de Moussa Diawara. La Cour a rejeté cette demande aussi. La troisième demande était que les magistrats de la commune 4 en charge du dossier acceptent qu'il accède à son contenu. La Cour a rejeté cette demande aussi au motif que les magistrats de la commune 4 ont raison car tant que l'interrogatoire de leur client n'est pas programmé, le dossier ne doit pas être mis à la disposition des avocats. La quatrième demande était le dessaisissement du juge de la commune 4 au motif que le procureur Touré a trop d'influence dans le dossier et est trop strict dans la conduite de la procédure avec le juge. Il semblerait que tous les points de droit étaient opposés aux avocats par le procureur, notamment le refus de l'accès au dossier, la mise à liberté. Il y aurait une forte entente entre les deux magistrats dans la conduite de la procédure, ce qui ne plaisait pas aux avocats des inculpés. La Cour a accepté cette demande et a désigné le juge du 4e cabinet du tribunal de la commune 6. C'est ce que personne ne comprend car les seuls magistrats qui ont réussi depuis 6 ans à poser des actes concrets pour la manifestation de la vérité dans ce dossier, c'est le juge Sidi Maïga et le procureur Touré. On se demande si l'objectif n'est pas d'endormir le dossier une nouvelle fois car le juge d'instruction désigné serait jeune et inexpérimenté, selon ceux qui le connaissent, par rapport au juge d'instruction Maïga, qui est d'ailleurs le doyen des juges d'instruction du tribunal de la commune 4. Ursula von der Leyen était au Sénégal ce 10 février 2022 pour échanger avec le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, M. Macky Sall. Cette rencontre s'est tenue en prélude de la rencontre de l'Union africaine et l'Union européenne qui va se tenir à Bruxelles sans le Mali, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Les commentaires. La présidente de la commission Ursula von der Leyen est à Dakar, une visite avant le sommet de l'Union européenne et l'Union africaine qui va se tenir à Bruxelles sans le Mali. La visite d'Ursula von der Leyen au Sénégal a lieu alors même que le président sénégalais Macky Sall vient de prendre la présidence de l'Union africaine pour 1 an. Les deux dirigeants qui doivent se rencontrer ce jeudi devraient aborder les grandes lignes du sommet Union européenne ou Union africaine qui se tiendra la semaine prochaine. Le Mali n'ira pas à Bruxelles, un sommet où non seulement le Mali ne sera pas représenté, mais aussi les 2 autres États de la région dirigés par les militaires. La Guinée et le Burkina Faso ne seront pas présentés, tous ayant été suspendus par l'Union africaine. Le Mali n'ira pas à Bruxelles, tout comme les autres pays suspendus par l'Union africaine, a confirmé Fafré Camara, l'ambassadeur du Mali auprès de l'Union africaine. Bruxelles qui rappelle que c'est l'Union africaine qui dresse la liste des États africains invités, avait sanctionné le 4 février le premier ministre malien Dr Choguel Kokala Maïga et 4 membres des autorités maliennes. Les enjeux économiques entre l'Union européenne et l'Union africaine, les questions de la stabilité politique, de la présence des armées européennes dans le Sahel et de celle du groupe paramilitaire russe Wagner devraient donc être au cœur des discussions. Par ailleurs, il y a les enjeux économiques qu'il ne faut pas oublier. L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe en tenant compte des défis tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle, affirme-t-on au Conseil européen. Des investissements devraient donc être annoncés lors de la rencontre, ceci alors que l'Union européenne reste le premier partenaire multilatéral du continent avec des échanges commerciaux qui ont augmenté de 20% pour atteindre plus de 200 milliards entre 2016 et 2020. Européens et Africains souhaitent par ailleurs renforcer leur partenariat dans la lutte contre la COVID-19 et contre le changement climatique.
Place maintenant l'actualité internationale avec Abdou Ouattara. L'inspection générale des finances a publié ce week-end un rapport accablant sur la gestion notamment des 5 programmes du ministère de la Santé. 300 millions de dollars ont été détournés selon l'IGF, qui a passé au crible la gestion de ces services ces 6 dernières années. Plus d'explications avec Pascal Mulegwa. Ces faits ont été décelés entre autres dans les programmes de vaccination, de développement du système de santé ou encore au sein de la cellule d'appui et de gestion financière du ministère. C'est une prédation en bande organisée, commente le gendarme des finances publiques. La majorité des détournements concernent l'inexistence des justificatifs. C'est le cas notamment du programme de vaccination. Dès la première ligne du rapport, l'IGF révèle plus de 6 millions de dollars USD non traçables en RDC. C'est bon? Au Canada, le mouvement d'opposition aux mesures sanitaires fait tache d'huile, démarré par les routiers opposés au pass vaccinal. Pour rentrer au Canada quand ils reviennent des États-Unis, ce mouvement prend maintenant plusieurs formes. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans des villes canadiennes et pour un troisième samedi de suite, Ottawa, la capitale occupée par les routiers depuis 15 jours, a reçu des renforts opposés aux mesures sanitaires et au gouvernement, tandis que le pont aux États-Unis et Canada échangent 25% de leurs marchandises, restent en partie bloqués malgré une forte présence policière et que d'autres barricades sont érigées à d'autres postes frontières. Les habitants du centre-ville d'Ottawa entament leur 3e semaine de cohabitation forcée avec les routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires. Depuis quelques jours, une action en justice intentée par une jeune citoyenne de 21 ans empêche en théorie les klaxons de retenir. Mais certains se sentent assiégés dans leur propre ville, comme ce jeune homme jusque-là. Heureux habitant du centre-ville, il n'en peut plus des camions, c'est affreux. On se sent envahi, confie-t-il. Regardez, ces gens bloquent les rues, klaxonnent, ils conduisent n'importe où. L'activité diplomatique autour du dossier ukrainien se poursuit avec l'intensité sans que la désescalade espérée ne se profile. Les Américains espéraient que l'entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine changerait la situation actuelle. C'est eux qui ont demandé à ce que cet échange ait lieu. Selon Washington, équilibré et professionnel, d'après Moscou, Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine. Les États-Unis et leurs alliés répondront de manière résolue et imposeront des répercussions sévères et rapides à la Russie si cette dernière envahit l'Ukraine. Le locataire de la Maison Blanche a réaffirmé qu'une invasion causerait des souffrances humaines considérables et fragiliserait la position de la Russie. L'échange très attendu n'a pas entraîné des changements fondamentaux dans la dynamique qu'on observe depuis maintenant plusieurs semaines. Washington a insisté vendredi sur le risque d'une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie, qui a amassé plus de 100 000 soldats près de la frontière et vient d'entamer des manœuvres militaires en mer Noire et en Biélorussie, encadra de facto le pays. Les Américains espéraient que l'entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine changerait la situation actuelle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV.